Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la facturation électronique et de la réforme qui va bientôt s'appliquer. Donc, je suis Pierre-Emmanuel Marie, je suis expert comptable groupe CF et je suis accompagné de mon cher associé. Merci Emmanuel. Donc William Lévesque est également expert comptable et associé à Groupe CF. Alors rapidement, Groupe CF, c'est quoi? C'est un groupe pluridisciplinaire avec de l'expertise comptable, de l'audit, des cabinets d'avocats, de la gestion de patrimoine, du corporate et maintenant également toute une branche sur la transition durable. Donc on ne va pas s'éterniser sur le groupe CF, on va rentrer rapidement dans le sujet. Donc, je vais laisser Pierre-Emmanuel démarrer sur cette partie. Alors, voilà ce qu'on vous propose, une petite demi-heure de présentation. On va balayer des sujets qu'on a déjà vus dans le précédent webinaire, donc on va les rappeler peut-être un peu plus rapidement que la dernière fois et passer sur peut-être des nouveautés qui vous auraient échappé. Et vous pourrez poser des questions. Alors, vous avez deux onglets pour poser des questions. Il y a questions ou chat. Ce sera plus pratique peut-être de les poser dans le chat. Et on essaiera d'y répondre dans la demi-heure qui reste, voilà, disons de midi à midi 30 si ça vous va. Soyez sympa avec nous. Pas de questions trop compliquées. Voilà. Alors, un petit rappel, c'est quoi la facture électronique? On a l'habitude de dire que ce n'est pas un PDF qu'on envoie par mail. Pas du tout. Donc, c'est un document numérique qui va justement remplacer ce qu'on connaît depuis longtemps, donc format papier ou format PDF, et qui va être transmis de manière totalement sécurisée et informatisée. Vous avez déjà entendu parler d'anglicisme, donc e-invoicing et e-reporting. Merci à ceux qui ont imaginé cette réforme. Donc le e-invoicing, c'est quoi? C'est envoyer et réceptionner des factures. Et l'e-reporting, c'est transmettre des données plutôt à l'administration fiscale, puisqu'effectivement, vous le savez, derrière cette réforme se jouent évidemment des questions d'écologie, des questions de modernité, puisqu'aujourd'hui c'est devenu aberrant de créer une facture sur un ordinateur, de l'imprimer, de la donner à son client qui lui-même va la réinjecter dans un ordinateur. Donc effectivement, ça tombe sous le bon sens, mais c'est également un enjeu de TVA, de collecte de TVA. Pour l'administration fiscale. Et il ne vous aura pas échappé que notre gouvernement ou l'État cherche des financements, et donc ça tombe très bien. Donc voilà, on reviendra un petit peu sur ces trois notions d'invoicing, e-reporting, notamment donc les déclarations des transactions et les déclarations des paiements quand une facture est payée. Qui est concerné? Ça, c'est la bonne question. Voilà, qui est concerné, mais un petit peu toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Alors, c'est principalement celles qui sont assujetties à TVA. Exit les particuliers, ça c'est une question, est-ce qu'un particulier il est concerné par cette réforme? Non. Tout le secteur non marchand, donc c'est-à-dire les associations à but non commercial qui ne sont pas dans un objet assimilé commercial, voilà, mais celles-là, elles ne se font pas partie. Et puis on le verra un petit peu toutes les autres organisations qui sont hors champ d'application de la TVA ou exonérées de TVA. Donc c'est par exemple pour un grand pan de leur activité, les banques, les assurances, mais bon, finalement, il reste beaucoup d'entreprises concernées et dans un calendrier que vous connaissez par cœur et qui va arriver très vite. Comment? Alors, c'est là qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, on va un peu vite sur toutes ces notions parce qu'on les a déjà vues, mais dans le champ lexical, on a eu la chance cet été d'avoir des nouveautés puisqu'on s'était habitué à des acronymes comme PDP ou OD qui ont changé. Donc, j'espère que vous vous mettez à la page. Et donc, maintenant, on va parler de PA pour plateforme agréée, pour effectivement dire que la plateforme qui est privée, celle qui va vous permettre d'échanger les factures, elle a été agréée par l'administration fiscale. Donc, c'est quelque chose, c'est une assurance en tout cas que de souscrire à ces plateformes. Et tout le système d'information de votre entreprise qui va vous permettre de vous connecter à la plateforme agréée et donc d'échanger les données, qui était avant OD, s'appelle maintenant SC pour solution compatible, puisque OD c'était outil de dématérialisation. Donc retenez bien, PA et SC, on va le revoir dans les petits diagrammes qu'on vous a présentés plus tard. Au niveau du timing, donc beaucoup se posent la question, est-ce que ça va être reporté? Non, il y a déjà eu des reports, il y en aura pas des nouveaux.
Non, maintenant, ça c'est certain. Et donc, il y a deux grandes dates. La première date, c'est septembre 2026, la deuxième, c'est septembre 2027. Alors, la première date, septembre 2026, il y a l'obligation de réception des factures pour toutes les entreprises. Il n'y a pas de notion de taille, tout le monde doit pouvoir réceptionner des factures. En revanche, pour la partie émission des factures, et donc la partie reporting également, là, c'est uniquement les grandes entreprises et les ETI. Les autres entreprises, les PME, TPE, micro-entreprises, toutes les entreprises qui rentrent dans le champ, elles auront un an de plus pour la partie émission. Mais vraiment, la partie réception, c'est dans un an. Alors, ETI, on voit beaucoup ce calendrier, et vous le connaissez par cœur. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que septembre 2026, même si je ne suis pas une ETI, ben, il faut quand même que je sois à jour et prêt pour recevoir des factures qui vont m'être adressées par des ETI. Deux, on ne précise pas souvent les seuils. Donc, les seuils, c'est quoi le seuil d'une ETI ou d'une grande entreprise? En réalité, c'est toutes les entreprises, ça peut aller vite, toutes les entreprises qui vont dépasser deux des trois seuils, ça, c'est les notions, les définitions des entreprises ETI au niveau définition européenne. Donc, c'est dépassement de deux des trois seuils, donc c'est 250 salariés, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Bien sûr, c'est toujours des montants en taxes, donc 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et un total bilan qui dépasse 43 millions. Si vous avez deux de ces trois seuils qui sont dépassés lors de votre dernier exercice clos, eh bien, vous êtes concerné par l'émission et le e-reporting dès septembre 2026. Voilà. Il faut avoir ce calendrier en tête et se dire que finalement, il ne reste plus beaucoup de temps, puisque septembre 2026, c'est dans 11 mois. Voilà. Et il faut pas traîner. Un petit focus, donc on revient sur le e-invoicing. Le e-invoicing, c'est quoi? C'est l'échange de factures. Donc, dans ce schéma, on présente l'entreprise, donc on va dire que c'est moi, qui émet avec mon logiciel de solution compatible une facture, qui va transiter à mon client via une plateforme agréée que j'aurai choisie. Je vous rappelle que les plateformes sont toutes privées. Il y en a à peu près aujourd'hui une centaine qui sont préagréées. Et préagréées, pourquoi? Parce qu'elles seront agréées définitivement. Elles ont un an pour être complètement agréées, un an après leur pré-agrément, si vous voulez. Donc certainement sur les 100 plateformes aujourd'hui qui existent, il y en aura peut-être un peu moins qui seront finalement agréées définitivement. Donc, j'envoie une facture aux normes, au bon format, avec toutes les mentions obligatoires, on en a déjà parlé, qui est envoyée vers ma plateforme. Ma plateforme va trouver, grâce à un annuaire central, la plateforme de mon client, et la facture va être délivrée à mon client au final. Au passage, vous voyez que tout est envoyé, copié à l'administration fiscale, et c'est ça la grande nouveauté, c'est que, si vous voulez, en temps réel, l'administration fiscale aura connaissance de tous les flux économiques du pays. L'ancien système qu'on connaissait pour l'activité B2G, donc toute la facturation qu'on a avec l'administration, ne change pas, on reste avec Chorus. C'est un petit peu le schéma qui vous est présenté à droite. Évidemment, aujourd'hui, on a encore des sujets d'interopérabilité entre les différentes plateformes, y compris entre les SC, donc c'est-à-dire nos outils internes, savoir si ça communique avec les plateformes à laquelle je veux adhérer. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il était prévu une plateforme centrale gratuite tenue par l'administration, pour ceux qui ont suivi la PPF, qui a été abandonnée le 15 octobre de l'année dernière. Je vois qu'il y a des questions. On y répondra, je vous le rappelle, tout à l'heure. Mais ça veut dire que ce sujet vous passionne. Un petit mot sur le e-reporting. Donc là, c'est quoi? Je vous rappelle qu'en réalité, ça dépend de votre activité et de la tête de vos clients, si je veux dire, parce qu'on peut avoir une activité en B2B, donc avec des clients professionnels. En B2C, donc ce sont avec des clients particuliers. On peut avoir du B2B international, du B2C aussi à l'international et du B2G. Autre chose de très important, dans votre activité, vous pouvez être en livraison de biens, en prestation de services ou en prestation mixte. Et tout ça va avoir des conséquences dans vos obligations. Et là, le e-reporting, il se porte surtout sur le B2C et la partie prestation de services, parce que vous n'aurez pas l'obligation d'échanger une facture électronique avec les plateformes pour des particuliers, mais par contre, vous devrez donner l'information à l'administration fiscale. Et donc, vous allez avoir des obligations de reporting de business à l'administration fiscale
avec des périodicités différentes suivant la taille de vos entreprises. Donc, dans le cas, quand vous êtes dans un régime normal, c'est tous les 10 jours, vous devrez reporter à l'administration fiscale vos transactions. Pareil pour le paiement, si vous faites des prestations de services, il faudra indiquer à l'administration fiscale qui a en fait la volonté de bientôt réaliser des déclarations de TVA pour les assujettis de manière automatique. Et donc, elle va avoir besoin, dans certains cas, d'avoir l'information de savoir quand les factures sont payées. Donc, il faudra là aussi, une fois par mois, mon cher William, dire à l'administration fiscale quand est-ce que vous aurez été payé pour vos factures. On va très vite là-dessus. C'est des sujets qu'on a déjà vus, mais que vous devez commencer à maîtriser, mais c'était important, nous semble-t-il, de les rappeler. Les risques, peut-être. Alors, au niveau des risques, vous vous doutez bien que la mise en place de tout ce système, c'était par rapport à de la TVA essentiellement. Et donc, si on ne peut pas communiquer, eh bien, le risque, c'est de perdre la déductibilité de la TVA. C'est également de ne pas pouvoir avoir des retards de paiement au niveau de la société, parce que si je ne reçois pas ma facture, j'aurai du mal à la payer. C'est également un problème de reconnaissance du chiffre d'affaires et donc de risque de redressement fiscal. Donc, ne pas anticiper ces éléments, notamment sur la réception des factures, nous soumet à des risques qui peuvent être très significatifs pour une entreprise. C'est déjà de s'assurer que le client ne pourra pas recevoir votre facture. Donc, c'est-à-dire que vous avez un business, vous trouvez des clients, vous faites des prestations, vous livrez, et puis vous ne pouvez pas envoyer la facture. C'est quand même bien dommage. Donc, qui dit pas payer, derrière, dit difficulté de trésorerie, et donc, gros danger pour la société. Alors, l'objet de ce webinaire, c'est de se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on peut vous proposer, en tout cas une espèce de feuille de route pour vous approprier cette réforme et vous préparer pour être prêt dès la rentrée prochaine, en septembre 2026, en tout cas en réception, ou même en émission, si vous êtes concerné par l'émission. Donc, on a imaginé ça en 5 étapes qu'on va vous détailler. Donc, c'est réaliser un audit, cartographier ces processus et documenter la piste d'audit fiable. Ça, William va vous en parler avec plus de précision. Vérifier un petit peu comment vous êtes outillé en interne dans votre système d'information et éventuellement se poser la question de savoir si ce n'est pas l'occasion de changer vers des solutions qui seront aux normes et peut-être plus modernes. Choisir évidemment sa plateforme agréée, puis enfin déployer cette réforme en interne, former vos équipes. Donc, la première chose, nous semble-t-il, c'est de réaliser un diagnostic. Cette réforme, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communication qui tourne autour des plateformes agréées et donc qui ont un espèce d'aspect informatique. Ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de sujets autres que l'informatique et le choix d'une plateforme. Vous ne réglerez pas cette réforme en ayant juste choisi une plateforme. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, quelle que soit votre activité, vos règles de TVA, vos clients, lequel est le client final, vous aurez des obligations différentes et qui vont non seulement impacter votre système d'information, mais qui vont aussi impacter vos processus en interne. Voilà. Donc, d'abord, pour savoir à quoi vous êtes assujetti, rien de mieux que de réaliser un audit préalable, de savoir déjà dans votre organisation comment vous êtes organisé et comment vous serez impacté. Donc, ça passe par une cartographie de vos flux, savoir qui reçoit les factures, comment vous les émettez, avec quel système d'information. Définir également, on en avait parlé un petit peu, ce qui s'appelle les cas d'usage. Je voudrais juste faire un petit point là-dessus. Les cas d'usage, c'est quoi? Il y en a 32. Ce sont des cas précis, spécifiques, qui ont été identifiés par l'administration fiscale pour des cas particuliers. Voilà, parce que quand je vous dis j'envoie une facture à quelqu'un, je passe par une plateforme, il la reçoit avec sa plateforme, il la paye, tout va bien, c'est facile. Quand moi je me dis je reçois une facture par le biais de ma plateforme agréée, c'est facile. Mais donc, vous avez des cas qui ont été prévus pour qu'est-ce qui se passe quand j'ai des notes de frais. J'ai un collaborateur qui paye une facture pour le compte de l'entreprise, je dois le rembourser. Comment ça se passe? Comment ça se passe pour les cas d'auto-facturation? Comment ça va se passer, par exemple, dans le BTP, dans les cas d'auto-liquidation de la TVA? Qu'est-ce qui se passe en cas d'acompte? Qu'est-ce qui se passe en cas d'avoir? Concernant, qui avocats sont très attachés à ça, par exemple, concernant le secret professionnel, parce qu'à chaque fois que je fais une facture à mon client, elle va partir en copie d'administration fiscale. L'administration fiscale appelle ça les cas d'usage. Donc, il y en a 32. Ça aussi, il faut quand même commencer à mettre son nez un petit peu dedans. Le diagnostic va vous révéler si vous êtes concerné par des cas d'usage. Et vous verrez qu'il y a des conséquences à ça, parce qu'il y a des plateformes agréées qui ne pourront pas répondre à tous les cas d'usage. Donc, c'est important d'identifier à quoi vous serez confronté. Alors, la piste d'audit fiable. Vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que la piste d'audit fiable fait dans la facture électronique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la piste d'audit fiable, c'est
très ancien, puisque ça date de 2013. Et le principe, c'était de déterminer quels étaient les flux d'informations pour pouvoir les contrôler et donc déterminer un processus continu de toute l'information et de son contrôle. Quand on voit ce que vient de dire Pierre-Emmanuel, on parle de process. Quels sont les flux des factures? Quels sont les flux des paiements? C'est-à-dire que cette partie de process, c'est ni plus ni moins que la piste d'audit fiable. Donc, au niveau de la piste d'audit fiable, les principes étaient au nombre de 3. Le premier, c'était garantir l'authenticité d'origine. C'est-à-dire quoi l'authenticité d'origine au niveau fiscal? C'était tout ce qui va être l'authentification des partenaires, donc le client, le fournisseur, et ainsi de suite. L'intégrité de la facture, c'est-à-dire que la facture ne puisse pas être modifiée et qu'on puisse avoir des éléments précis sur la date de la facture, la date de la livraison, notamment parce qu'il y a derrière des conséquences en termes de TVA. Et la lisibilité, à savoir qu'on doit pouvoir savoir quel est le montant et qu'on puisse recevoir toutes les informations de manière très fiable. Et donc, la piste d'audit fiable, en fin de compte, c'est 5 éléments. C'est ce que prévoit la loi. C'est 1, expliquer le process de commande et de réception des factures. Alors, pourquoi je dis commande et réception des factures? Parce que c'est aussi bien les factures clients que les factures fournisseurs. Il faut savoir que la piste d'audit fiable, c'est au niveau global. Ensuite, il y a une deuxième validation, c'est la partie validation et approbation de la facture. En effet, toutes les factures doivent être validées pour ensuite être comptabilisées. Ensuite, on doit parler du paiement et de l'encaissement et de l'archivage. Si je reprends les anglicismes très chers à Pierre-Emmanuel, validation, approbation, réception, parce que ça ne veut pas dire également e-invoicing, et paiement et encaissement, et derrière, donc tout suivi, c'est la partie pour la TVA qu'on a vu tout à l'heure. Le e-reporting, c'est-à-dire qu'on voit que l'architecture de la piste audit fiable est la même que celle de la facture électronique. Raison pour laquelle les deux sont un peu liés. Alors, au niveau des éléments, l'objectif clair en 2013, et c'est toujours le même maintenant, c'est limiter la fraude à la TVA et s'assurer des bases pour le calcul de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, quand la société est à l'impôt sur le revenu. Et les risques sont les mêmes. À savoir, remise en cause de la déductibilité de la TVA s'il n'y a pas de piste audit fiable. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'ils ont rajouté une amende pour bien faire le lien entre la piste d'audit fiable et la facture électronique, à savoir que maintenant, depuis la loi de finances de 2022, s'il n'y a pas de piste d'audit fiable, et dans ce cas-là, on a une amende. Et comme par hasard, 2022, c'est pas loin de toute la documentation sur la facture électronique. Donc on voit bien que les deux sont liés. Autre point important, la piste d'audit fiable doit travailler sur la régularité des factures. Et je rappelle que quand les factures sont irrégulières, on a des risques d'amende pour tous ces éléments. Donc on voit bien le lien entre les deux. D'ailleurs, on peut dire, William, qu'on le voit dans toutes les vérifications fiscales chez nos clients. Une des premières questions, c'est donnez-moi votre documentation sur la PAF, sur la piste d'audit. Alors justement, au niveau de la documentation, si on rebondit un petit peu dessus, vous allez me dire, mais moi, je suis une petite entreprise, au sens légal du terme, je ne vais pas avoir les mêmes obligations qu'une grande entreprise. En effet, il y a 3 types d'obligations en fonction de la taille de l'entreprise. Une première qui est sur tout ce qu'on appelle micro-entreprise et TPE, une sur les PME et une sur les grandes entreprises. Je ne rentrerai pas dans le détail là, je pourrais y revenir plus tard si vous le souhaitez, mais on n'a pas les mêmes obligations pour cette documentation. Mais c'est important au moins de l'anticiper en même temps qu'on parle de la facture électronique. Donc, comment ça se passe une piste d'audit fiable? On doit cartographier l'ensemble des flux de facturation, comme pour la facture électronique, pour savoir quelles vont être mes obligations. 2, on doit vérifier l'obligation réglementaire de chaque flux. Ça ressemble énormément à la facture électronique. 3, on doit s'assurer de contrôle pour s'assurer que toute la facture est bien validée pour que je puisse derrière faire le paiement. Et donc, on doit évaluer les contrôles et derrière rédiger une documentation pour celle-là. Et tout ça, en fin de compte, ça va vous permettre de quoi? De définir, en fonction de mes besoins, j'ai tous ces éléments. Est-ce que la plateforme vers laquelle je vais aller répond à toutes ces obligations? Donc, la PAF doit s'intégrer dans votre process concernant la facture électronique. J'imagine qu'on aura des questions sur ce sujet J'essaierai d'y en fin de webinaire. Voilà.
Bon, vous l'avez compris, le troisième plan de ce plan d'attaque, si vous voulez, c'est évidemment regarder un peu ce que vous avez en interne et d'adapter vos logiciels, vos outils. J'espère que je ne vais pas enfoncer une porte ouverte, mais ceux d'entre vous qui nous écoutez ce matin et qui réalisent encore des factures avec des logiciels type Word et Excel, ça ne sera plus possible, en tout cas dans l'émission, à partir de septembre 26 ou 27. Donc vous devez effectivement vous équiper. On rappelle les formats de facture électronique. Donc là, vous êtes obligé de faire des formats, 3 formats qui existent. Facture X, sans le E, là, je ne sais pas si on voit ma souris, qui est un format qui est intéressant. Pourquoi? Puisque c'est à la fois l'ancien monde, donc un PDF, avec le nouveau monde, c'est-à-dire qu'il y a imbriqué dedans un petit fichier informatique XML avec toutes les mentions obligatoires. Ce format, alors ensuite vous avez UBL et C2I qui sont uniquement lisibles par des machines qui sont uniquement des fichiers informatiques avec des métadonnées. On conseille fortement le premier format, FactureX, qui a été inventé, développé entre la France et l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'il va vous servir dans tous les cas. Vous avez besoin de faire une facture qui est lisible par l'œil humain, parce que vous avez des clients particuliers, il pourra la lire parce que ce sera un PDF. Et à la fois, être lisible si votre client est un professionnel, parce que ça sera accepté par les différentes plateformes agréées, et donc vous aurez répondu au bon format. Donc déjà, il faut savoir si votre système actuel de facturation, votre logiciel de gestion commerciale par exemple, est capable de générer un format dans cette facture X, UBL ou C2I. Voilà. Alors sur la facture, justement, attention aussi, quand vous vendez sur des plateformes, Amazon et j'en passe, parfois, ce n'est pas vous qui gérez la facturation, mais c'est un prestataire extérieur. Il faudra se renseigner que ce prestataire extérieur respecte bien ses obligations. Tout à fait, tout à fait. Il faudra regarder également la compatibilité. Vous allez choisir une plateforme agréée. Et là, aujourd'hui, vous avez énormément de... C'est bien normal parce qu'elles ont passé beaucoup de temps et elles ont beaucoup investi pour développer les plateformes. Aujourd'hui, comme dès que vous allumez la radio, vous regardez un peu la presse spécialisée, vous voyez beaucoup d'offres qui s'offrent à vous. Il va falloir regarder si votre système d'information que vous utilisez aujourd'hui, il va être adapté à la plateforme. Ou alors, s'il n'est pas adapté, et il y aura certainement des petits connecteurs qu'on appelle des API, ben, il va falloir regarder si ça sera compatible. Dernier point, et là j'insiste vraiment, puisqu'on a commencé à réaliser quelques audits chez plusieurs dizaines de clients, et on s'aperçoit par exemple que la base de données tierce, donc client-fournisseur, n'est pas assez renseignée ou n'est pas à jour. Je m'explique. Quand vous allez avoir à facturer un client, celui-ci pourra être soit professionnel, soit particulier, et en fonction, vous aurez obligé de lui faire une facture électronique ou une facture à l'ancienne. Le problème, c'est que vous avez des entreprises individuelles qui peuvent être clients, donc qui ont un nom particulier, qui n'ont pas un nom de société. Vous avez des micro-entreprises, voilà. Donc, ça veut dire que vous devez retrouver votre base de données, dire est-ce qu'il est assujetti à TVA, est-ce que c'est un professionnel, est-ce que c'est un particulier, est-ce qu'il est en France ou à l'étranger. Renseigner son numéro de sirène, je vous rappelle que depuis 2 ans, c'est une des mentions obligatoires sur les factures. Vous devez indiquer le numéro sirène de votre client. Pourquoi? Parce que ça va être, grâce à ça, ça va être son adresse postale, si je puis dire, pour retrouver la plateforme de votre client et pouvoir lui adresser votre facture. Donc, il faut être sûr que le sirène existe et puis qu'il est le bon. Parce que si vous envoyez une facture à la mauvaise adresse, vous ne serez pas payé. Voilà. Donc, ça, c'est quelque part en interne du temps à passer pour vous préparer à l'application de la réforme. Je vois qu'il y a des questions. On en reprendra tout à l'heure. Un petit mot sur les caisses. Alors, tout le monde n'est pas concerné par les caisses, mais j'en parle quand même parce que voilà, c'est souvent un grand fourre-tout. Je vous rappelle que depuis 2018, les caisses devaient être certifiées, c'est-à-dire s'assurer que les données soient inaltérables, qu'elles soient conservées, stockées, donc tout ça pour éviter évidemment la fraude ou les erreurs en tout cas. L'autocertification a donné lieu à beaucoup de choses assez exotiques, mais donc on a sifflé la fin de la récré, voilà, au 31 août 2025, et vous devez obligatoirement recourir à des caisses et fournir à l'administration fiscale, lorsqu'elle vous demander une certification donc qui est NF 525 InfoCert, donc qui prouve que votre caisse elle est en forme pour vous délivrer la bonne information et demain être capable de communiquer, parce que c'est votre caisse qui va
demain communiquer les factures électroniques ou le e-reporting. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Générer des factures au bon format, transmission des données aux plateformes, archiver, je vous ferai un petit mot tout à l'heure sur l'archivage parce que c'est un pan très important de cette réforme, on n'en parle pas assez, garder toute la traçabilité, être sûr que les opérations soient inaltérables. Voilà, donc si vous utilisez des caisses, parce que vous avez des activités qui sont concernées par ça, rapprochez-vous de votre expert comptable ou collaborateur pour être sûr d'avoir le bon matériel. Pour l'archivage, je tiens à dire que le texte qui a été repris pour l'archivage des factures électroniques est le même que celui pour la piste audit fiable. Exactement. Tout s'imbrique. C'est voilà, c'est vraiment très lié. Alors, ça c'est peut-être une décision qui sera la plus compliquée à prendre, c'est choisir sa plateforme. Donc les questions à se poser et je pense que certainement il faudra qu'on vous aide à y répondre. Et donc le premier conseil, c'est de ne pas vous jeter sur la première plateforme, mais c'est que vous avez encore le temps d'attendre et vraiment de nous solliciter pour qu'on vous accompagne là-dedans. Évidemment, il faudra être sûr que la plateforme elle soit vraiment agréée. Hein. C'est encore pas le cas de tout le monde. Les plateformes vont vous proposer, au-delà de répondre à toutes les obligations légales, vont proposer toute une ribambelle de services. Voilà. Notamment les conversions de format, l'archivage, la gestion des litiges, le support client, le paiement, enfin, tout un tas de services qui vont bien au-delà de l'obligation. Et c'est effectivement un business model qu'on comprend. Hein, donc, l'intérêt des plateformes de récupérer des clients aujourd'hui, c'est de pouvoir évidemment générer du chiffre d'affaires. Il faudra regarder du coup le tarif des plateformes, hein, parce que toutes ne sont pas gratuites. Sont gratuites peut-être pour répondre à certaines obligations, mais il y aura peut-être des coûts cachés, donc il faudra faire attention. Je l'ai dit tout à l'heure, savoir si la plateforme choisie s'intègre bien avec votre système d'information actuel. Voilà. Et prévoit tous les cas. Voilà. C'est dur. Et répondre. Alors, j'ai juste mis l'archivage de la valeur probante, juste un petit point sur l'archivage parce qu'il faut en parler. Toujours dans un cas de contrôle et d'être sûr de pouvoir vérifier vos factures, en tout cas les factures qui ont transité dans votre entreprise. Les obligations, il y a deux types d'obligations. On fera peut-être faire un webinaire plus sur ce sujet. Mais vous avez d'abord un premier step qui est obligatoire pour tout le monde, c'est l'archivage qui dit quoi? Qui dit conservation des données pendant 10 ans dans le format d'origine, donc un format électronique, mais aussi dans un format lisible par l'homme. L'idée, c'est de s'assurer d'intégrité et de l'authenticité de ce qu'on y retrouve. Voilà. Donc ça doit être disponible pendant 10 ans. Certaines plateformes vont vous permettre, dans leur prix, pas dans leur prix, de répondre à ces questions. Et ensuite, vous avez l'archivage à valeur probante. Alors, on vous a mis la norme qui est horrible, on dirait un petit robot de Star Wars, mais c'est la norme AFNOR NZ42013, qui est évidemment très complexe. Qui va pousser à son paroxysme les obligations d'archivage. Archivage sur 2 ou 3 endroits, 2 ou 3 serveurs différents, avec des conditions vraiment très importantes qui vont, dans certains cas, être nécessaires et d'autres non. Mais évidemment, si on n'a pas d'archivage à valeur probante, c'est-à-dire qu'on n'a pas le full baggage en archivage, ça renforcera d'autant la PAF, la piste audit fiable, pour s'assurer que ce que vous avez utilisé comme documentation pour notamment déduire la TVA est la bonne. Exactement. Donc, choisir sa plateforme, si vous avez quelque chose à retenir, c'est on ne se précipite pas et interroger notamment les experts comptables qui sont un peu votre conseil au quotidien, notamment sur ces sujets, voilà, avant de choisir. Juste un petit mot, c'est très facile d'adhérer à une plateforme. Aujourd'hui, ça va être, tel que c'est aujourd'hui, ça va être très compliqué d'en sortir. C'est-à-dire que si vous en trompez, donc je vous explique un petit peu. J'ai choisi une plateforme, c'est un peu comme les changements d'opérateur téléphonique. Je peux me dire, mince, je n'ai pas du tout pris la bonne parce que je n'ai pas fait attention, j'ai cliqué sur mon espace, etc. Je veux aller chercher on m'a conseillé, c'est celle-là qu'il me faut, la plateforme 2. Donc, qu'est-ce que je fais?
je vais demander à ma première plateforme de me libérer, parce que tant qu'elle ne me libère pas, je ne peux pas m'inscrire sur la deuxième. Voilà. Et que si la première refuse, c'est l'administration fiscale qui tranche. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut être un véritable carnage. Alors on n'a pas vu de cas réel aujourd'hui, parce que c'est trop tôt, mais voilà, vous trompez pas dans le choix de la plateforme, et surtout consultez-nous, parce qu'on a un peu de recul sur ça. Alors, on a parlé des équipes, mais il faut surtout les former. Vous voyez que là, c'est un grand changement. On a des méthodes de travail et on va changer les méthodes de travail. On va avoir besoin de faire une analyse précise du mode de fonctionnement. Et donc, faut embarquer les personnes qui vont être concernées par cette facture électronique. Donc, les former, les informer, les former. Ensuite, on a vu que en fonction des cas de figure, il y allait avoir des process différents. Donc, il va falloir qu'on définisse bien les process, qu'on teste ensuite ces processus pour s'assurer que tout va bien. Et, dernier point, qu'on vérifie que l'outil retenu répond à tous nos besoins. Donc, ces trois éléments, former, tester en interne le processus et ensuite tester l'interopérabilité des outils retenus, ça, c'est la base avant de se lancer sereinement dans la facture électronique. Interopérabilité, c'est pas facile à dire. On l'a écrit, mais c'est vrai qu'on se trompe une fois sur deux. Donc, mais c'est quand même, vous l'avez compris, important. C'est un sujet de tuyauterie entre les différents outils qui arrivent, qui sont nouveaux, qui n'ont pas forcément été très testés. Imaginez que ces plateformes, elles vont recevoir des millions de flux par semaine et par mois. Voilà. Donc, et sachant que vous comprenez bien que c'est donc de l'informatique, et parfois ça peut être un peu obscur pour la personne qui est dans son métier et qui ne voit pas toutes les problématiques qu'il peut y avoir entre deux plateformes qui doivent communiquer. Cette cinquième étape, qui est la dernière, c'est juste pour vous dire, bosser le sujet en interne. Voilà. Surtout si vous avez des équipes, des workflows différents, etc. Surtout si vous changez d'outil, embarquez vos équipes parce que ça sera primordial d'être prêt à l'heure. On fait, avant de passer aux questions, il est midi 2, je te félicite William parce que on a tenu le timing. Une demi-heure. On rappelle les 5 étapes, pour nous c'est important. C'est de faire un diagnostic complet pour voir à quoi vous allez être assujetti. 2, cartographier tout ce qui est processus de traitement avec bien sûr la piste d'audit fiable puisque c'est inclus dedans pour définir vers où je dois aller. Voilà, ensuite tester, voir si les outils que vous utilisez, je vois que dans les questions on parle d'Excel. Bon, voilà, regardez un petit peu vos sujets en interne dans vos systèmes d'information actuels. Après, effectivement, choisir la plateforme et puis ensuite tester. Tester et embarquer les équipes pour que ça se passe du mieux possible. Vous avez, on va dire, 11 mois pour mettre tout ça en place. Merci William, j'espère qu'on a été clair. J'ai eu l'impression qu'il y a eu des petits problèmes de son, j'espère que ça s'est résolu pendant le webinaire et que notre présentation est restée quand même confortable. Voilà, je vous propose de passer aux questions. Donc, vous avez évidemment le chat, c'est plus facile de se retrouver dans le chat. Je vais répondre peut-être à une première question qui était posée dans le canal questions sur pouvez-vous nous donner une liste des pays de l'Union européenne qui n'appliquent pas ce système. Donc, juste en 2 mots, cette réforme, c'est quoi ça? Les premiers à y être passés quand même, c'est dans les années 2000, dans le pays d'Amérique du Sud, qui était le champion de l'économie souterraine, et donc ils ont eu besoin de recourir à cette réforme pour collecter de la TVA, et ça a bien marché. Donc les premiers, je crois que c'est la Bolivie, la Colombie, l'Argentine, voilà. L'Italie est passée en Europe très rapidement. Très rapidement, ouais, 2019, c'est, je crois, 30% de collecte de TVA en plus la première année, sur les 18 C'est un cliché, Pierre-Emmanuel. C'est un cliché, mais ça veut dire que peut-être qu'il y avait des choses à remettre en place. La Belgique est en train d'y passer, l'Allemagne est en train d'y passer, et vous avez un projet VIDA, donc c'est un acronyme VIDA, qui veut embarquer tous les pays de l'Union européenne dans ce projet d'ici 2030. Alors ça, c'est peut-être des calendriers qui vont être décalés. Tous les pays n'adoptent pas la réforme de la même manière. Il y a beaucoup de pays qui vont peut-être utiliser des plateformes uniques. La France a fait le choix, et je pense que c'est une bonne chose, d'avoir plusieurs plateformes pour éviter les risques cyber, en se disant que si on a une plateforme unique et qu'elle est attaquée, ça peut paralyser un pays entier. Voilà. Mais on va être un des pays, il y a pas mal de pays qui font ça en sifflet, donc d'abord le invoicing, puis après le e-reporting. Nous, on a choisi de le faire, c'est pour ça que peut-être ça a été décalé, mais de tout faire d'un bloc. Voilà pour les pays européens. Je remonte aux premières questions. Je vois
Attendez, je remonte. Encore. Voilà. Alors, voilà. Excusez-nous. Les seuils des tailles d'entreprise pour les seuils. Donc ça, alors, on peut me répondre moi, je peux en précisément. parler pour la PAF. En fin de compte, il y a trois seuils. Il y a le seuil donc TPE et PME, où on est sur un seuil de 7,5 millions de total bilan, 15 millions de chiffre d'affaires et 50 salariés. Donc à chaque fois, les seuils, c'est bilan, chiffre d'affaires effectif, et il faut dépasser 2 des 3 seuils. Et donc là, on a en France, il y avait 4 définitions: la micro-entreprise, la petite entreprise, la moyenne entreprise et la grande entreprise. Ça a été regroupé avec micro-entreprise et petite entreprise ensemble. Donc là, par exemple, si on parle de la PAF, c'est une documentation spécifique qu'on appelle la documentation orale. Pour les moyennes entreprises, c'est moins de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, de total bilan, moins de 50 millions de chiffre d'affaires et moins de 250 salariés. Là, c'est une documentation écrite simplifiée. Et au-delà de ces seuils, on est en grande entreprise et on a une documentation écrite détaillée. Ces seuils sont revalorisés tous les ans en fonction de l'inflation. Les dernières, là, en date de 1er mars 2024, il n'y a pas eu de changement en 2025. Les seuils pour la RFE, c'est réforme de la facture électronique, je vous ai donné tout à l'heure, c'est 250 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 43 millions de total bilan. Ça, c'est pour savoir si je suis en obligation d'émission dans ce mois, là, septembre 26. Ça, c'est les seuils derniers exercices clos, voilà, en 2025. Il y a eu des questions aussi sur est-ce que je peux commencer à anticiper. On sait qu'il y a des grandes entreprises qui commencent à le faire. Donc oui, vous pouvez anticiper si vous avez un système d'information à jour, vous avez choisi votre plateforme, vous pouvez commencer à anticiper. Évidemment, si vous ne faites qu'envoyer une facture électronique à votre client qui lui n'est pas du tout prêt, vous allez risquer de ne pas être payé tout de suite. Mais en tout cas, vous pouvez commencer à tester les systèmes. Peut-on faire de l'invoicing et du e-reporting dans des moments différents? Non, si vous êtes concerné par septembre 2026, que vous devez faire du invoicing, vous serez aussi obligé de faire du e-reporting tout de suite. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes dans un taille de société qui devra communiquer ces informations à l'administration fiscale dès septembre 2026. Donc c'est à la fois le invoicing et à la fois le e-reporting de transactions de paiement si je fais de la prestation de service ou si jamais j'ai des clients en B2C ou à l'international. Une question pour toi, William. Ouais, la PAF peut être intégrée dans un manuel de procédure. Oui, elle peut être intégrée dans un manuel de procédure du moment qu'on respecte toutes les obligations. Alors, en cas de contrôle fiscal, ils peuvent demander la PAF. Donc, moi, j'aurais tendance à dire oui, on l'intègre, mais on peut le sortir. C'est pas la peine que l'administration fiscale ait accès à tout le manuel des procédures. C'est pas une obligation de le donner. Donc, mais techniquement, si vous voulez, parce que vous avez un département audit interne qui rédige des process et des procédures pour la société, ça peut très bien être mis dedans. Les questions, on les avait au précédent webinaire sur est-ce que j'ai une SCI familiale, pas familiale, qui facture. Bon, ne posez pas la question. Si vous avez une société qui a opté à la TVA ou qui est assujettie à la TVA, vous rentrez à plein dans cette réforme. Après, il n'y a plus qu'à voir le seuil. Mais effectivement, vous serez obligé de faire des factures électroniques et de les transmettre. Voilà, si j'ai une SCI à l'IS qui facture, je suis bailleur d'une entreprise qui est aussi assujettie à l'IS, mais j'enverrai non plus une quittance de loyer, mais une facture au format électronique via la plateforme agréée de la SCI que j'aurais choisie vers mon client. Si par contre j'ai une SCI à l'IS mais qui fait de l'habitation, et à part des cas particuliers, les baux d'habitation ne sont pas assujettis à TVA, là je serai dans du e-reporting. Voilà. J'aurais quand même donc nécessairement une plateforme pour la réception des factures. Parce que je prends EDF. EDF, on n'aura plus la petite facture sur edf.fr. Ça sera fini. Ça, c'est fini. Question sur PrestaShop, est-ce qu'on peut faire de la facture X? Alors là, je n'aurai pas la réponse à toutes les questions. Moi, je sais que PrestaShop préconise une plateforme agréée. De toute façon, vous avez des plateformes qui, en fonction de ce que vous allez sortir de votre système d'information, pourra vous permettre, il y aura des services de transformation, de mise à jour de la facture au bon format. Là, question trop précise, monsieur Didier Pratt, mais on pourra vous aider à y répondre en privé. Mais il faut aller regarder, il faut interroger votre prestataire. Sachant que les prestataires, là, en ce moment, sont en plein dessus, et donc on a des mises à jour
qui arrive, et notamment, nous annonce beaucoup de mises à jour en janvier. Là. Souvent, il y a des modifications des logiciels sur l'année civile. On pense qu'au mois de janvier, beaucoup d'éditeurs vont anticiper tous ces éléments. Le délai maximum pour la plateforme, mais c'est septembre 2026, en réception. Si vous êtes assujetti en TVA et que vous êtes dans le de la réforme, vous serez, voilà. On vous conseille, de ne pas vous précipiter, mais non plus de ne pas tarder, parce qu'il faudra faire des tests et se poser les bonnes questions. Est-ce qu'une association non assujettie à TVA peut avoir une PA pour recevoir des factures? Alors oui, mais ce n'est pas, à mon avis, obligatoire, parce que n'étant pas assujetti, puisque vous êtes dans le secteur non marchand et que vous n'êtes pas assujetti, vous allez être considéré comme un SI, c'est B2C, c'est-à-dire que EDF devra vous identifier dans sa base tiers comme un SI, et donc non pas comme un professionnel, et donc vous adresser une facture au format papier sans avoir besoin de passer par une plateforme. Que se passe-t-il si un client final n'est pas prêt à recevoir nos factures électroniques? Ça, c'est un gros sujet parce que, vous allez avoir un problème pour être payé. 2, lui, il va avoir un problème pour récupérer la TVA si vous avez payé et pour déduire sa facture. Donc, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Il faudra, c'est pas toujours facile, mais tirer un peu l'oreille de votre client. Pas trop fort pour garder la relation commerciale, mais effectivement, ça sera un problème. Et voilà. De toute façon, si lui n'a pas de plateforme pour recevoir, on peut se dire que lui-même n'aura pas de plateforme pour émettre. Et donc, ça ne devrait pas durer très longtemps, sinon, c'est pas viable. C'est pas viable. Comment procéder lorsque l'un de nos clients est une personne âgée, par exemple, et qu'elle n'est pas équipée d'Internet, tout simplement? Donc, si c'est une personne âgée, personne physique, eh bien, on lui continuera à lui envoyer une facture papier, puisque ça sera dans le cadre B2C. Voilà, mais par contre, Madame Émilie, vous serez obligé, vous, de faire du e-reporting pour dire, ben voilà, j'ai envoyé une facture de 100 € hors taxe plus 20 € de TVA à ma cliente qui est une personne âgée. Je devrais dire, à l'administration fiscale tous les 10 jours quand est-ce que, le volume de mon chiffre d'affaires envoyé, et 2, de dire, ben voilà, j'ai été payé par Madame. Tu viens d'aborder un sujet qui n'avait pas été abordé, la fréquence. Oui, il y aura des éléments à envoyer tous les 10 jours. Tous les 10 jours dans des seuils de régime normal. Alors, c'est un peu plus light, voilà, mais c'est dès que vous dépassez un certain seuil de chiffre d'affaires, si je prends le 1er octobre au 10 octobre, je devrais déclarer ce chiffre d'affaires-là réalisé avec des noms B2B. Je devrais le déclarer entre le 10 et le 20. Et c'est glissant en fait. Mon chiffre d'affaires, le 10 au 20, je devrais le déclarer entre le 20 et le 30. Donc, vous voyez bien que tous ces éléments, notamment avec ce nouveau calendrier, va modifier de manière très significative les process internes. Quels sont les cas d'usage? Ça aussi, il faut se rapprocher de nous parce qu'en fait, il y en a qui sont très complexes et qui ne s'appliquent pas forcément à nous. Mais il y en a 32 de mémoire, 32 ou 36 qui ont été listés et que vous pouvez retrouver facilement en ligne. Après, ils ne sont pas tous compréhensibles, ils sont assez techniques. Voilà. Vous avez des plateformes, par exemple, qui ne règlent pas tous les cas d'usage. Et si, par exemple, ça, c'était une des plateformes importantes que je connais, qui n'était pas du tout prête, alors que beaucoup de ses clients potentiels sont concernés par l'autofacturation, par exemple, et bien, la plateforme n'avait pas cette option. Donc, ils sont vite mis à développer. Donc, attention à vos cas d'usage et attention au choix de la plateforme. C'est pour ça que le diagnostic nous semble important dans un premier temps. Si 90% de nos clients sont des particuliers, comment faire pour le e-reporting? Eh bien, vous avez un système d'information couplé à une plateforme agréée qui va vous permettre, voilà, Valérie, de pouvoir faire ce reporting dans les délais qui vous seront impartis. Comment faire pour les factures d'achat au comptoir? Ben ça, c'est un sujet. J'avais pris l'exemple au dernier webinaire des restaurateurs. Voilà, le restaurateur qui est à la fois, au moment du coup de feu du paiement des clients, à la fois des professionnels et des particuliers. Ça, on vous réexpliquera peut-être en off, mais les professionnels, il y a une tolérance, mais au-dessus de 150 €, le professionnel restaurateur devra envoyer à son client professionnel une facture via une plateforme. Et ça, c'est impossible de passer autrement. Sinon, le chiffre d'affaires ne sera pas reconnu par le professionnel, et 2, le client du restaurateur ne pourra pas ni récupérer la TVA, ni déduire la charge. Donc tout ça, c'est des questions d'organisation qu'il va falloir régler. Bien sûr, le client particulier du restaurateur pourra continuer à recevoir avec son ticket, sa petite bande machine. Si ma société est une PME, puis-je faire du invoicing dès septembre 2026 et faire que du e-reporting en septembre 2027? Non, tout est... Alors,
Si je suis une PME, donc je suis en dessous de la réforme, voilà, tout s'applique au 1er septembre 2027 pour l'émission, invoicing et reporting. Par contre, vous serez obligé de recevoir les quelques factures de vos fournisseurs ETI, je sais pas moi, Bouygues, Total, EDF, voilà. Vous serez obligé d'avoir une plateforme. Alors on peut se dire, ah ben ça sert à quoi, machin, je ne vais pas adhérer à une plateforme pour 3 factures fournisseurs par mois ou par trimestre, mais ça aura quand même l'avantage de commencer à roder le système. Les prix, on ne les connaît pas. Ouais, ça va dépendre des plateformes. Le prix d'adhésion à une plateforme, ça va dépendre des flux, des volumes, de votre taille, de votre activité, des services auxquels vous allez adhérer, qu'ils soient obligatoires ou pas obligatoires. Ça, on n'a pas tout. La date de clôture est complètement décorrélée, déconnectée de la réforme, à savoir... c'est pour les seuils. Pour les seuils. C'est le dernier exercice. Voilà, c'est le dernier exercice pour le final. Tac, attendez, je crois qu'il reste 2 questions. Qu'en est-il du projet de la plateforme agréée de la chambre syndicale, donc de l'ordre des experts comptables? Je ne sais pas. Alors, on n'a pas. Alors, il y a 100 plateformes. Vous avez compris que tout n'est pas testable encore. Nous, on en a testé, en tout cas, qui répondent bien. Voilà, j'ai pas d'avis sur celle des experts comptables, de leurs experts comptables, parce que je ne l'ai pas testé. Mais il faut évidemment la regarder. Les impayés, comment seront-ils gérés? Alors ça, c'est un flux de trésor. Hein. Là, on était beaucoup sur du flux de factures. Voilà. En tout cas, on ne l'a pas abordé là. On l'avait abordé un petit peu précédemment. Mais vous allez avoir, et c'est en ça qu'il va falloir développer un peu, en tout cas former vos équipes, vous allez avoir un workflow, un suivi, un cycle de vie de la facture. Je m'explique. J'ai ouvert ma plateforme et je reçois une facture. Déjà, il faut dire si elle me concerne. On s'attend quand même à beaucoup d'arnaques. C'est-à-dire qu'on va vous allez recevoir des factures plus ou moins bien faites de grosses boîtes comme ce que je disais tout à l'heure, EDF, Gaz de France, etc., qui vont vous être adressées à votre numéro SIRET. C'est comme si vous les receviez par la poste. Mais il faudra regarder avant de les payer. Et ça, vous allez le faire informatiquement. C'est-à-dire dire, je reçois une facture, est-ce qu'elle est pour moi? Est-ce que je l'accepte ou est-ce que je la refuse? Et ça, c'est justement l'objet de la pièce d'audit fiable, la validation de la facture. Exactement. Il faudra dire ensuite, mais voilà, elle est acceptée. Alors après, vous pouvez avoir un espèce de procédure interne auquel j'ai reçu, c'est mon supérieur qui la valide, et puis c'est le DAF qui paye, etc. Donc ça, c'est en interne. Et ensuite, vous serez obligé d'indiquer quand est-ce qu'elle aura été payée, partiellement, totalement. Voilà. Sinon, les impayés restent les impayés. Alors, il y a aussi, ça me fait penser à une chose importante, ce qui n'est pas trop dit, mais qui va être très regardé, c'est que l'administration fiscale va avoir connaissance, 1, de l'envoi des factures, 2, du paiement. Vous savez qu'il y a quelque chose qui date de 2011, la LME sur les délais de paiement. Je vous rappelle qu'une facture doit être payée dans les 60 jours ou 45 jours par mois, ce qui est surtout en ce moment pas trop appliqué, et pourtant c'est obligatoire. Et il y a des amendes qui peuvent être appliquées en cas de non-respect. Là, l'administration fiscale, et notamment la DGCCRF, aura tous les éléments pour pratiquer donc ça devrait, 1, contraindre à un paiement plus rapide, et 2, à sanctionner plus rapidement ceux qui trichent, dont l'administration fiscale, les administrations en général qui sont toujours un petit peu en retard. Mais ça, on le dit parce qu'on est mauvaise langue, on espère qu'ils ne nous écoutent pas. Voilà. Est-ce qu'un BNC est-il soumis à la RFE? Donc le kiné, qui a priori est en BNC, mais surtout qui n'est pas assujetti à TVA, sort complètement de cette réforme. On peut dire que tout le plan médical, paramédical sort un petit peu de cette réforme. Non soumis à TVA. Il y a quelques-uns qui sont soumis à TVA, mais non soumis à TVA sort de la réforme. Voilà, exactement. La dernière question, Thierry, effectivement, si le client n'ouvre pas sa facture, que fait-on? Aujourd'hui, si vous envoyez une facture par mail et que le client le mail dans les indésirables, ou si vous envoyez une facture papier et que le client la met à la poubelle, ça sera un petit peu le même sujet. Voilà, vous aurez à relancer votre client et puis et vous fâcher s'il faut ou régler le sujet. Voilà. Les PDP, donc les PA maintenant, voilà, doivent avoir des protections pour les personnes d'une entreprise. Théoriquement, oui. Ouais, mais ça reste des passe-plats. Donc, en fait, elles reçoivent une facture, elles vont voir cet annuaire central qui est géré par l'administration fiscale. L'administration, elle va passer la facture, voilà. On ne pourra pas, je pense, se retourner vers les plateformes si jamais il y a des arnaques. Les plateformes, je ne pense pas qu'elles engagent leur responsabilité par rapport à cet élément.
Après, oui, normalement, la personne, elle va s'inscrire sur une plateforme Voilà. pour l'envoyer. Donc là, ça veut dire qu'il y a je dirais une fraude un peu élaborée, parce que c'est créer une fausse société avec un copyright. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais il y aura certainement il y aura des sujets sur les arnaques et de la même manière que ça existe aujourd'hui sur les sujets de cybersécurité ou de fraude au paiement, fraude au président, etc. Il faudra être quand même très vigilant, d'où l'importance d'une bonne piste d'audit fiable, d'où l'importance de bien former vos collaborateurs en interne. Écoutez, merci pour. Alors, attendez, on va regarder s'il y a encore des petites questions. Eh bien, écoutez, donc. Alors, je crois qu'on a. On va terminer ce webinaire. Merci donc pour les questions. On voit que c'est un sujet qui vous passionne. Je pense que vous devez avoir dans le chat comme quoi le replay, notamment l'excellent Pierre-Emmanuel Marie, vous pouvez écouter sans difficulté. Non, voilà. Et surtout, rapprochez-vous, en tout cas pour ceux qui sont clients du cabinet, de votre expert comptable et de vos correspondants habituels qui auront le temps de répondre à vos questions avec beaucoup plus de précision. En tout cas, on a déjà commencé à accompagner beaucoup de clients et on voit que c'est un gros sujet, donc ne tardez pas. Voilà, il nous reste à vous remercier. Merci William. Au plaisir de représenter un webinaire avec toi. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.